gars, je parle pas. Regarde-moi, non la bif fait pas le moine. Mais ta tête me revient pas, toi je t'aime pas comme Kaina, yeah. Le silence est un ami qui trahit pas, yeah. Je te promets un jour ou l'autre on changera, yeah. Comme Baba, je suis parti de rien, hein. Je veux villa, je veux pas de ta main, hein. J'ai pas le luxe d'avoir le temps. Je suis dans le plan, comme Papel. Je suis discret, comme quand t'es les sapots. Je les parle avec le sabot, gros fais pas ta tête. On commence à rogner, on finira le bordel. Profitez de la traduction simultanée. Scannez le QR code et connectez vos écouteurs. Enjoy simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. Amenez le sac pour fermer le magasin. Pas de place pour une balance dans la mara. Je viens d'en bas, je suis prêt à y retourner demain. Confie jamais mes regrets, mucho gente jolie puta. Maricone, c'est coup de toute ta vie, je m'en bats les reins. Ramène ta fraise, j'ai donné pour arriver là. Pas fini de me battre pour les miens. J'ai pas le luxe d'avoir le temps. Je suis dans le plan, comme Papel. Je suis discret, comme quand t'es les sapots. Je les parle avec le sabot, gros fais pas ta tête. On commence à rogner, on finira le bord de la Genève. J'vis ma vie pour ma mif, 2-3 albums et j'me bats en cachette. Cacherai à la maman, ça pourrait fort se retourner contre elle. LFP 93 Dame reggaeton. Relax, bénéf, tu lis sur mes lèvres. Paname, souris, j'nache à vénère. Cœur en sursis, souffrance finie. J'pétale, mille villa balai. En enfer pour la vie. Oh là là là. On n'oublie pas, on vit avec l'ami. J'étais maçon boula, frère c'est un délit. Mensonge cette semaine, enfer pour la vie. J'suis parti pour bénéf de mon beau Paris. Ah yeah. Ah yeah. Ah yeah. On n'oublie pas, on vit avec l'ami. Ah yeah. Ah yeah. J'étais maçon boula, frère c'est un délit. C'est un délire. Canicule sur la corniche. Chamboule mes fils en mode de tête, c'est un délire. Il me faut de la maille, je vais appeler un chimiste. La boîte de coca vanille. Allez yeah. Il pleut du bifton comme jamais. Allez yeah, j'avais dit babe si ça marche, on se cassera, yeah, yeah. Yeah, yeah. Dans les îles ou même à Dubaï. Fini de compter, on n'a qu'une vie, je me le répète tous les jours, baby, baby. 8h50 et on part en mission. Un missile
Après la génération Z, nous allons parler de pouvoir, de gastronomie et de pouvoir. 25 minutes d'échange sur la cuisine du pouvoir, la gastronomie diplomatique. La gastronomie est-elle un vecteur de diplomatie? C'est une question que nous allons poser. Comment adapter les plats et le service aux exigences protocolaires? Deux chefs pour partager leurs expériences de la gastronomie au service des grandes rencontres internationales. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Christian Garcia, le chef du Prince de Monaco, et Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française. Messieurs, bonjour. Asseyez-vous. Il est confortable. C'est ça qu'il faut faire attention de ne pas s'assoupir parce qu'il est très moelleux. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais. Vous n'êtes pas trop éreinté d'avoir arpenté le salon de long et en large? Beaucoup de pas, beaucoup de kilomètres, mais c'est la fête de notre gastronomie. Tous les métiers sont représentés. Je trouve qu'il y a une belle énergie cette année. Il y a énormément de belles choses qui se passent avec tous les jeunes qui viennent aussi sur le volet de la transmission. On est ravis d'être là et bravo d'avoir organisé une fois de plus cette scène au cœur de la Place des Lumières. Et avec beaucoup de monde. Et les exposants qui sont aussi très sympathiques. Ouais. Alors, je vais vous poser une première question assez simple, parce que je vous ai présenté comme ambassadeur de la gastronomie, mais vous avez aussi été, avant cela, le chef de la présidence de la République. Quelle est la particularité, je vous pose la question à tous les deux, d'être un chef d'État ? Oui, alors j'ai eu un vrai métier avant d'être ambassadeur. Hein. Non pas que le métier d'ambassadeur n'est pas un métier, mais j'étais chef de cuisine. J'ai servi les 4 derniers présidents de la République pendant près de 28 ans. Et la spécificité de nos métiers, c'est que, déjà, vous ne faites pas la cuisine que vous souhaitez faire, vous faites la cuisine que l'on attend de vous. Je n'ai pas fait la même cuisine pour Jacques Chirac que pour Nicolas Sarkozy, que pour François Hollande, que pour Emmanuel Macron. Et la petite spécificité peut-être aussi, c'est que vous êtes au cœur de tout ce qui se passe avec vos patrons, qui sont les chefs d'État, et que vous devez faire tout le quotidien. Donc aussi bien les dîners de gala, qui sont les grands dîners d'apparat, avec une gastronomie bien évidemment assez soutenue, que le quotidien qui peut aller de la salade verte au sandwich, des petits déjeuners, et ainsi de suite. Et alors, je vais laisser Christian vous parler notamment du Club des chefs, puisque Christian Garcia en est le président. Le Club des chefs, qui a été fondé par Gilles Bragard en 1977, est le club le plus restrictif au monde, puisque c'est un chef par pays et c'est le chef du chef d'État qui représente son pays au sein du club. Et Christian en est le président. Je le laisse vous présenter le Club des chefs. Oui, et puis de me parler aussi de son travail quotidien, avant toute chose. Donc Guillaume a travaillé pour plusieurs présidents. Moi, je travaille depuis 1987 pour une seule même famille, la famille Grimaldi. Donc moi, je suis rentré, j'étais à l'hôtel de Paris, et puis on m'a sollicité pour travailler pendant 7 mois au Palais Princier. Je me suis dit, tiens, ce sera une belle opportunité. Et j'ai un message à faire passer à tous les jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. C'est que lorsque l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Moi, ces 7 mois se sont transformés en 38 ans. Et ça a été 38 ans de bonheur. Qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi êtes-vous resté? Mais déjà, on a un travail complètement différent. En tant que chef d'État, vous avez vraiment un travail complètement différent d'un chef de restaurant qui aura des invités différents tous les jours. Nous, tous les jours, on a les mêmes invités à table. Donc, il faut les intéresser avec des cuisines du monde, des cuisines variées. Et puis, le chef d'un restaurant va mettre en avant sa cuisine. Nous sommes plutôt des cuisiniers de l'ombre. On reste dans l'ombre. Et lorsque nous sommes présentés à la presse ou quoi, c'est surtout ce qu'on représente, ce sont surtout c'est déjà le drapeau, les couleurs du pays qu'on représente. Oui, parce que Guillaume Gomez parlait du Club des chefs d'État. C'est ce que vous représentez. Vous représentez alors vous, la principauté, Guillaume, la France. Ça a un vrai rôle, quelque part, diplomatique. Donc moi, j'ai l'honneur de présider le Club des chefs depuis 2007. Donc comme disait Guillaume, c'est un club exclusif, puisque pour en être membre, il faut être chef d'un chef d'État. Donc je suis l'élu pour Monaco et c'est vraiment un grand honneur pour nous. Et chaque année, nous avons un meeting dans un pays différent où on est reçu par un chef d'État qui nous fait découvrir aussi la gastronomie de son pays. Donc cette année, par exemple, nous étions reçus en Italie par le président Sergio Mattarella. Et chaque année,
Il y a 3 ans, nous étions reçus par le président Macron qui nous avait invités à déjeuner à l'Élysée. Et donc par la suite, ça a été la Maison-Blanche. Nous avions été reçus à déjeuner à la Maison-Blanche en compagnie de la First Lady. Et c'était vraiment, à chaque fois, ce sont des moments assez exceptionnels. Mais surtout, tout au long de l'année, on œuvre beaucoup dans le caritatif. On mène beaucoup d'actions caritatives. Et donc, comme là, je rentre tout juste du Japon, où je suis allé pour une association pour aider les jeunes. Mais il y a une action qui m'avait particulièrement marqué. C'était avec les chefs des chefs. Nous étions partis en Israël. C'était pour la fondation Shimon Peres. Et avec une brigade moitié palestinienne, moitié israélienne, tous réunis sous le même uniforme de la veste de cuisine. On avait fait un dîner pour la paix. Donc c'était un des moments qui m'avait beaucoup marqué. C'est un club engagé, le club des chefs des chefs? C'est un club qui essaie d'aider les gens. On mène beaucoup d'actions. Guillaume particulièrement mène beaucoup d'actions aussi à Madagascar. Oui, on essaye avec ce club de montrer que la cuisine, d'où qu'elle soit, elle porte des valeurs universelles. On découvre depuis quelque temps le terme de souveraineté alimentaire. Nous, on se demande surtout à quel moment on l'a oublié, puisque après respirer, c'est notre besoin le plus vital, c'est de s'alimenter. Et s'il y a vraiment quelque chose, ce principe de commensalité, de partager un moment à table, et s'il y a quelque chose qui peut nous réunir, c'est la gastronomie. Et c'est vrai que si les chefs ont une notoriété et de la médiatisation, si cette médiatisation, elle peut être au service des causes, bah, le club des chefs s'est engagé là-dessus. Et ce n'est pas la cuisine française, puisque chaque chef est international et de son pays, bien sûr. Donc, mais par contre, les valeurs qui nous portent sont celles-ci, celle du partage notamment. Donc on essaye dans tous les pays où on va de faire des actions caritatives, parce que bah, partout il y a à faire déjà, et les valeurs qui sont les valeurs universelles du partage, de la transmission, de l'aide et du don de soi, elles peuvent être entendues partout. Aujourd'hui, vous avez une fonction. Je vous laisse, allez-y, rebondissez, Christian Nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de la gastronomie des pays qu'on représente. Donc Suivez bien le micro avec la tête, Christian. Pardon ? Si vous tournez la tête, il faut que le micro suive, oui. Sinon on ne vous entend plus. Oui, en quelque sorte, donc, nous sommes des ambassadeurs de la gastronomie des pays qu'on représente. On est un petit peu le G20 de la gastronomie. Et puis c'est important pour nous d'avoir ce club des chefs, puisque lorsqu'on reçoit, par exemple, lorsque le prince invite un chef d'État, ben de suite j'appelle son chef qui me communique quels sont les plats préférés, même si on a des services de protocole qui nous aident en cela, c'est important quand même d'avoir l'avis du chef qui nous donne son avis sur les plats préférés et ceux qu'il n'aime On y viendra effectivement moins au protocole, parce que je pense que c'est aussi un aspect qui suscite pas mal de curiosité. Un mot, Guillaume Gomez, sur votre fonction actuelle. Il me semble que vous avez un poste unique au monde, oui, qui a été créé pour vous, ambassadeur de la gastronomie. C'est votre demande auprès du président Macron ? Non, c'était une demande du secteur surtout, c'était une proposition. Je faisais, lorsque j'étais le chef de l'Élysée, déjà beaucoup d'actions pour le rayonnement de la gastronomie à travers le club des chefs bien sûr, mais d'autres associations aussi, où je parrainais des semaines de la gastronomie. Et on est la première destination touristique au monde. Le tourisme est une source économique importante dans notre pays, avec nos artisans, avec tous les métiers de bouche. Et quand on parle gastronomie, on ne parle pas que de la grande gastronomie, on parle du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets, en passant par tous les volets que l'on peut inclure, bien sûr, la transmission, l'égalité, l'inclusion et ainsi de suite. L'engagement aussi d'une alimentation plus tournée vers le social, le sociétal, l'environnemental. Une fois de plus, les valeurs qui peuvent être portées par cette gastronomie. La diplomatie culinaire, on ne l'a pas inventée. Talleyrand, que l'on cite souvent, disait déjà « Donnez-moi de bons chefs, je vous donnerai de bons traités ». Donc c'est quelque chose, depuis le Congrès de Vienne, que les Français utilisent, puisqu'on est connu pour ça dans le monde entier, pour avoir un pays avec des ressources uniques, que ce soit en termes de produits, en termes de plats, en termes de vin, en termes d'innovation. On le voit sur un salon comme celui-ci. En termes de compétition, les compétitions internationales se passent en France la plupart du temps. Donc c'était quelque chose d'important. J'avais émis le souhait au président de quitter mon poste de chef de cuisine, que ça faisait déjà 20 ans que je faisais ça. Donc le président m'a proposé voilà, de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec la diplomatie culinaire. Et en effet, j'ai pris ce poste. J'avais deux postes, hein, celui d'ambassadeur de France pour la gastronomie. Donc en France, pour vous expliquer, on a
au sein de notre diplomatie française au Quai d'Orsay des ambassadeurs que l'on connaît qui représentent la France à l'étranger, qui sont dans les pays, mais on a également une dizaine d'ambassadeurs thématiques sur les grandes thématiques qui représentent la France lors des organisations internationales. L'ambassadeur des pôles, l'ambassadrice sur, je sais pas, on a un ambassadeur du sport, on a le numérique, la santé, ainsi de suite. Et donc, il n'en existait pas sur la gastronomie. Le président a souhaité le créer. Et parallèlement à ça, j'étais le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Je dis j'étais, puisque j'ai arrêté cette fonction-là le 31 décembre. Aujourd'hui, je ne suis plus que l'ambassadeur de la gastronomie. Il me semble que c'est déjà pas mal, parce que vous avez l'air de beaucoup vous démener, de prendre ce poste à bras-le-corps, je dirais. Guillaume Gomez et Christian Garcia, vous le disiez avec Talleyrand, mais les repas diplomatiques, on a parlé un peu plus tôt dans cette journée de repas d'affaires, on fait passer des messages quand on invite des gens dans un cadre diplomatique, quand on reçoit un autre chef d'État. Il y a tout un protocole que l'on réfléchit pour que la personne sache ce qu'on veut lui faire passer dans le repas, enfin je dirais par la façon de l'inviter. Oui, c'est avant tout un moment, bien sûr, joyeux et gourmand. On partage un repas. Et par contre, un repas, bien sûr, c'est toujours le moment de montrer des choses, d'en expliquer et de convaincre. Et depuis toujours, à partir du moment où vous conviez quelqu'un à votre table, c'est que vous avez un message à lui faire passer, que ce soit un bon anniversaire, un soit le bienvenu, ou bah écoute, je veux t'épouser, ou on doit divorcer, ou voilà, je veux changer de travail. Il y a toujours un message à faire passer. Donc bien sûr, c'est le moment de faire passer des messages, c'est le moment d'être aussi l'expression de notre territoire. Enfin, quand le territoire le permet, bien sûr. Pardon Christian, mais Monaco, c'est quand même un peu plus petit par rapport à nous, la chance que l'on a avec la France, avec nos dom-toms notamment, d'avoir un pays très varié de par son territoire, de par son terroir, de par son expression gastronomique. Donc la table de l'Élysée se voulait bien sûr être la vitrine du terroir de France, avec chaque région représentée, que ce soit par les produits, que ce soit par des spécialités, que ce soit par nos vins. Et donc c'est le moment en effet de faire la promotion de ces richesses du territoire, de notre tourisme une fois de plus, de notre artisanat, de nos savoir-faire. Ça nous permet également de vendre des choses, puisque lorsque vous mettez la table, il y a tous les arts de la table qui rentrent en compte. Et quand vous recevez un chef d'État, vous vous dites peut-être ah tiens, c'est joli les assiettes, c'est joli les verres, c'est joli la vaisselle, les fleurs, la musique, le décor. Bah, tout ça, ça nous permet de faire du commerce social international. Donc c'est quelque chose d'important. Et alors après, pour ce qui est on va dire, du message plus direct, il intervient bien évidemment pendant le repas, soit pendant les conversations, soit dès le début pour le discours d'accueil, le toast et le toast de réponse. On a eu le cas récemment, je peux vous donner un exemple très concret. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tensions commerciales en ce moment entre la France et la Chine, notamment sur le sujet du cognac, qui nous concerne dans un salon comme celui-ci. Ça a été le moment, en effet, de recevoir nos amis et homologues chinois avec un apéritif à base de cognac, du cognac dans le discours du président, du cognac dans le discours de réponse du président Xi Jinping, du cognac en digestif. Bon, on a beaucoup parlé cognac ce soir-là. Ça a, si ce n'est réglé, en tout cas la situation, permis d'en parler et de faire en sorte que tout le monde puisse continuer d'en parler jusqu'à trouver une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise en fonction du côté où l'on se met, mais chacun bien sûr reste aussi sur ses positions. Mais en tout cas, ça ouvre un dîner officiel, permet d'ouvrir les conversations et les discussions sur les sujets qui sont les nôtres. Christian Garcia, c'est une grosse réflexion, le dîner protocolaire où l'on doit réfléchir au plat et parfois l'ordonnancement. Oui, surtout. Mais déjà, nous, on essaie de créer un moment propice à l'échange, à la discussion, de créer un moment très convivial. Et la gastronomie, pour ça, la cuisine. Mais déjà, il y a la devise du Club des chefs qui est de la politique divise les hommes et une bonne table les réunit. Donc ça résume déjà tout. Mais c'est vrai que nous, on essaie de... J'essaie d'avoir toujours moi, un petit clin d'œil lorsqu'on avait reçu le président Xi Jinping aussi à Monaco. J'avais fait une petite touche de cuisine monégasque avec un produit chinois. Ou alors lorsque nous avions reçu Nelson Mandela, par exemple, je m'étais dit, tiens, comment rendre hommage à l'Afrique du Sud, au président Nelson Mandela. Et de suite, j'avais pensé, tiens, l'Afrique du Sud, les diamants. Et j'avais créé un dessert en forme de diamant. Je l'avais appelé le Star of Africa, qui était le plus gros diamant des joyaux de la couronne. Et on essaie de rendre comme ça un petit peu hommage au pays, non pas en faisant de la cuisine du pays
qui est reçu, mais avec un petit clin d'œil dans notre cuisine à nous. En termes de mandats, vous qui avez connu 4 présidents, il y a des mandats qui paraissent plus longs que d'autres. Il y a des chefs qui sont plus ou moins sensibles à la table. Des chefs d'État, vous voulez dire? Oui, des chefs d'État. Tous n'avaient pas la même réputation. Je ne vais pas parler de la réputation de Jacques Chirac, qui était un gros mangeur, de Nicolas Sarkozy, qui ne boit pas d'alcool, François Hollande, qui aussi, pendant son mandat, a pu s'exprimer là-dessus, et Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les chefs d'État ont conscience que ce lien par la gastronomie, ce lien direct au territoire, aux femmes et aux hommes qui font notre agriculture, qui font notre gastronomie. Donc c'est toujours quelque chose d'important. On le voit bien avec le salon de l'agriculture. Et vous savez, c'est une fois de plus, c'est un besoin vital, celui de s'alimenter. Donc ce n'est pas un sujet qui est secondaire pour un chef d'État, bien évidemment. Et celui de la table à l'Élysée est quelque chose qui est bien sûr important. Et vous êtes, quand vous êtes le chef de cuisine d'un chef d'État, vous êtes son collaborateur le plus proche. Il a besoin de vous plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas le cas d'un aide de camp, d'un ministre ou d'un autre conseiller. Vous, il a besoin de vous voir, ou du moins de voir votre travail plusieurs fois par jour. Donc c'est forcément un lien qui est très fort. C'est un message fort de la part d'un président quand il invite des chefs de cuisine français à sa table, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Oui, une fois de plus, c'est rendre hommage à travers ces chefs de cuisine à notre gastronomie française, qui est aujourd'hui un emblème important de notre pays. Je le rappelle, 100 millions de touristes l'année dernière. Alors des grands événements, bien sûr, les Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame. Mais 7 touristes sur 10 qui viennent en France, lorsqu'on les interroge, disent venir pour un moment autour d'un plat, de la gastronomie, de l'alimentation, que ce soit une coupe de champagne, que ce soit un morceau de camembert, un macaron, peu importe. Mais en tout cas, c'est autour des plaisirs de la table. Puisque quand vous êtes devant le château de Versailles ou devant la Tour Eiffel, c'est magnifique, c'est très beau. Mais est-ce que c'est bien plus beau que devant le Colisée de Rome ou les pyramides d'Égypte? Après, c'est une question de goût. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes la première destination touristique au monde et nous le resterons, du moins, encore pour longtemps. Et nous sommes challengés par d'autres pays qui, du coup, que font les autres pays pour augmenter l'offre touristique chez eux? Ils ne se mettent pas à construire des monuments, ils se mettent à faire grandir leur offre alimentaire, qu'elle soit sucrée, salée, ou dans les alcools, ou dans les spiritueux, ou même dans les boissons, dans les thés ou dans le sans-alcool. On le voit d'ailleurs dans l'innovation, il y a énormément de choses qui se passent autour de ça. Et si un salon comme celui-ci peut attirer autant de monde, c'est aussi pour ça. Et tous les pays du monde, on le voit avec la compétition du Bocuse d'Or, avec la compétition de la Coupe du Monde de pâtisserie, veulent être sur les premières marches du podium parce qu'ils savent que par ce biais gastronomique, ils vont pouvoir faire grandir leur offre touristique. C'est le cas des pays nordiques. Il y a un vrai rayonnement. Il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est vous qui me l'avez appris lorsqu'on a échangé précédemment, mais le président peut vous demander de le suivre en voyage quand il va en représentation. Alors, quand vous êtes chef du chef d'État, vous n'êtes pas chef du chef d'État seulement quand il est à la maison. Vous êtes le chef du chef d'État. C'est-à-dire que vous devez aussi prendre soin de son alimentation, sans rentrer dans les détails même qui pourraient être de sécurité alimentaire. On prend soin, bien évidemment, de l'alimentation du président. Donc, il nous arrive, il y a certains chefs d'État, leur chef de cuisine les suit sur tous les déplacements. La France, pas forcément, parce que nous avons une certaine organisation aussi avec notre réseau diplomatique, mais le réseau diplomatique français, il est quasiment unique au monde. Il n'y a pas d'autres pays qui ont un tel réseau diplomatique dans tous les pays, avec des ambassadeurs de métier, avec des diplomates qui sont là depuis longtemps, et ainsi de suite, où il peut y avoir en effet des cuisines. Donc par contre, il nous arrive, en fonction des séquences que le président va avoir à l'étranger, recevoir les Français de l'étranger ou un sommet international. S'il est reçu par un chef d'État, il n'y a pas besoin de le suivre, il va être reçu dans le chef d'État, mais c'est surtout sur le programme annexe et aussi pour tout ce qui peut être fret aérien, par exemple, où quand vous occupez du chef de l'État, vous occupez du chef de l'État 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a une grosse partie sécuritaire par rapport à tout ça, l'alimentation d'un chef d'État? Déjà, il y a la sécurité alimentaire. Moi, je sais qu'on essaie toujours, lors des repas officiels, de mettre en avant l'engagement Le prince est très engagé pour l'environnement. Et puis, on essaie toujours de faire passer un message. C'est toujours une fierté pour le prince, par exemple, de servir des légumes de son potager qui sont entièrement sans engrais chimiques. Et donc, c'est une grande fierté pour lui de servir déjà à ses convives les produits de son jardin. Et puis bon, moi j'aime à penser qu'à la fin d'un repas, lorsque
de bonnes décisions ont pu être prises, d'avoir pu apporter ma touche. Ouais, vous dites que c'est grâce à ce que vous avez préparé, vous avez contribué à ce qui s'est passé à table. Voilà, en fait, nous, on a, comme je disais, on est un petit peu des cuisiniers de l'ombre. Mais lorsque, à la fin du repas, nos présidents, nos princes, nos rois nous sollicitent pour venir saluer les invités, c'est un petit peu à nous, notre remise des étoiles, c'est notre moment de gloire et c'est une grande fierté pour nous de porter les couleurs des pays qu'on représente. Ouais, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est vrai que le prince héritier de Monaco est très sensible à l'environnement. On peut le découvrir au musée océanographique de Monaco, qui est absolument superbe, et on voit tout son engagement. Mais c'est vrai que c'est aussi un moyen, hein, c'est ça, d'exprimer son engagement quand on reçoit des gens. Il y a tout un protocole qui veut dire quelque chose. Voilà, déjà, donc, comme je disais pour son potager, mais c'est vrai que tous les produits que nous utilisons au quotidien en cuisine, c'est des produits issus non pas forcément bio, mais bon, l'agriculture raisonnée, tous des produits. On fait attention quand même à toute la marchandise qu'on commande quand même. Il y a aujourd'hui une notion d'inclusion, de respect de l'environnement quand on est chef d'un chef d'État. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, on fait attention à ses dépenses énergétiques, à ne rien gaspiller. Oui, bien évidemment, tout simplement parce que ce sont les sujets actuels. Je ne veux pas vous parler des lois Egalim, je ne veux pas vous parler de tout ça, de l'engagement qui est celui du président, mais déjà un petit peu avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu aussi s'adapter. Quand Christian a commencé il y a 38 ans au Palais Princier, quand j'ai commencé il y a 28 ans à l'Élysée, qui est-ce qui parlait saisonnalité? Personne. Mais personne n'en parlait tout court. Dans nos écoles de cuisine, on ne parlait pas déchets, on ne parlait pas énergie. On allumait le fourneau quand vous arriviez dans une cuisine, vous allumiez le matin, vous l'éteigniez seulement en partant le soir. Jamais, ça ne se serait pas venu à l'idée d'éteindre le fourneau. Au contraire, on se faisait même un petit peu disputer si par réflexe vous éteignez le fourneau, il fallait rallumer, c'était compliqué. Donc bien évidemment que les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui et encore plus de demain sont déjà pris en compte, et toutes ces cuisines-là sont des cuisines qui se doivent d'être exemplaires sur tout ça. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on commence à parler. Moi j'ai été le premier à l'Élysée à mettre en place la méthanisation des déchets. Ce n'est obligatoire maintenant dans la restauration que depuis quelques mois, où on a travaillé avec les organisations professionnelles, mais à l'époque, il y a maintenant près de 15 ans, je rencontre des gens qui m'expliquent ce qu'ils font, et ils me disent si vous le mettez, ça va nous aider à les convaincre d'autres chefs un par un. J'ai dit banco, on y va, ça va dans le bon sens. C'est juste du bon sens et ça va dans le sens des choses. Le but, c'est pas aujourd'hui de faire le procès, de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Vous savez, quand vous faisiez une carte de restaurant il y a 30 ans, c'était très bien si vous arriviez au contraire à manger des produits qui venaient du bout du monde et hors saison. Ça montrait que vous aviez justement le réseau pour pouvoir amener des homards de Bretagne à Washington. C'est un non-sens aujourd'hui. C'est un non-sens économique, un non-sens écologique et même un non-sens gustatif. Le produit, il est toujours meilleur là où il a été produit, de saison, et c'est en plus là où il est le moins cher. Donc bien évidemment que ce sont des enjeux très importants, et c'est aujourd'hui, une fois de plus, des enjeux qui sont des enjeux sociétaux de premier ordre. C'est le réel virage, on le dit souvent, il a été lors du déjeuner de la COP21. La COP21, moi qui ai fait des rencontres internationales depuis à l'époque de la COP21, depuis plus de 20 ans, mes deux prédécesseurs également, la COP21 a été le premier événement international où le repas était au cœur des discussions. Dans le sens où c'était pas, on a des chefs d'État qui se réunissent, plus de 190 chefs d'État et de gouvernement à Paris pour parler environnement. Tiens, au fait, il faut leur donner à manger. C'est le contraire. C'est-à-dire que le repas a été vraiment mis au cœur des débats de savoir comment est-ce que ça allait être dans le même cahier des charges du reste de la COP, quelque chose où pour une fois on allait faire en sorte, on allait faire preuve un peu de congruence et de faire en sorte qu'on allait faire ce qu'on dit et dire ce qu'on pense et vice-versa. Messieurs, merci. Avant de vous laisser repartir, une ou deux questions du public. Est-ce que vous avez une question à poser? Pardon déjà à tous ceux à qui on a tourné le dos pendant tout ça, mais... Vous n'êtes pas arrivés les premiers, ça veut dire. Les premiers se sont installés là. Alors, une question juste là avec madame. Bonjour madame. Parlez bien près du micro. Ok, bonjour. J'ai été ravie de vous entendre parler de congruence, de saisonnalité, etc. Quel est votre pouvoir par rapport au Mercosur? Je pense que c'est à moi que vous parlez, madame. Je vois la télé. Je pense que c'est pas Monaco qui va nous parler du Mercosur. Alors, je vais vous en parler du Mercosur. Installez-vous bien comme il faut. J'en ai pour 25 minutes. Écoutez, alors moi, déjà, ma position personnelle, parce que je vais vous répondre. Ma position personnelle, c'est un peu la même chose.
hormis le fait que je suis aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie, j'ai été pendant très longtemps, je vous l'ai dit, chef de l'Élysée. J'ai également été président, et je suis président d'honneur d'une association qui s'appelle Eurotoc, qui est la seule association au niveau européen qui a le droit, c'est dans les textes de la Constitution, d'aller interpeller les parlementaires européens. Donc je vais vous dire, ça fait 25 ans qu'on travaille sur, plus de 20 ans qu'on travaille sur le Mercosur, et la position de la France, elle n'a jamais bougé. Dans l'État, personne n'est d'accord avec le Mercosur en France, que ce soit les 15 derniers ministres de l'Agriculture que j'ai pu rencontrer ou les 4 derniers présidents pour lesquels j'ai travaillé. C'est-à-dire que la position française, elle est très claire. C'est non dans l'État par rapport à ce qui nous est proposé. Bien évidemment qu'à partir du moment où cet accord ne va pas dans le sens de nos producteurs, de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos distributeurs, de nos exportateurs et de toutes celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour une alimentation plus engagée, le volet français n'a jamais changé. Alors on peut en reparler, mais enfin, aujourd'hui, on n'a personne à convaincre. En France, tout le monde est d'accord pour le fait qu'on ne soit pas d'accord, en tout cas sur le Mercosur. Donc c'est au contraire, et c'est le travail qu'on fait avec Eurotoc depuis longtemps, ceux qu'il faut aller convaincre, ce sont nos partenaires européens. Ce sont nos partenaires européens pour aller leur expliquer que ça n'a pas de sens aujourd'hui, parce que ce qui en effet peut dérégler certains pays, demain, ça va arriver chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, la position même du Mercosur, ce n'est pas tant pour les Français qu'elle pourrait être la plus contraignante ou la plus embêtante. Ce n'est pas, on en parle avec nos éleveurs français, ce n'est pas les quelques kilos ou quelques tonnes même de viande qui arriveraient, qui feraient que de toute façon, ça déstabiliserait. Mais on n'en veut pas quand même, c'est tout simplement pour une certaine égalité par rapport au traitement qui est fait. Nous interdisons à nos producteurs tel ou tel produit, tel ou tel traitement, dans l'élevage notamment, puisque le sujet du Mercosur, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas été là depuis ces 5 dernières années notamment, c'est notamment la vaccination, c'est notamment le traitement qui peut être fait médicamenteux. On n'en veut pas, donc ça n'a pas de sens d'importer des produits qui le contraignent. Et le débat n'est pas c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bon, on n'en veut pas. C'est juste que ça n'a pas de sens. Et moi, je trouve que dans tous ces accords-là, et j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer auprès des présidents de la République, il faut juste ramener du bon sens en fait. Dans tout ça, ça n'a pas de sens d'importer des cerises traitées avec tel produit dans tel ou tel autre pays à partir du moment où on l'interdit chez nous. Soit on l'interdit parce que... Ah, j'avais pas vu un chef du Liban qui est là. Soit on l'interdit parce qu'on considère que ce n'est pas bien et on a raison de l'interdire, soit on l'interdit pas. Mais en tout cas, il faut aller dans le bon sens. Donc pour tous les accords internationaux et pas que sur le Mercosur, la position française est très claire. C'est tout simplement du bon sens par rapport à la législation française et européenne. Et c'est pour ça qu'il nous faut une Europe forte, une Europe qui avance ensemble pour pouvoir aller, avec nos partenaires européens, parler à des mastodontes que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde aussi, qui est un très grand pays producteur, et bien sûr le reste du monde. On a le sujet sur le bio, on a le sujet sur beaucoup de produits. Vous aviez dit 25 minutes, on y est. Merci voilà. Guillaume Gomez. Allez, une autre question. Alors ici, on va vous apporter un micro, madame. Parlez fort. Bonjour. Bonjour. Can I ask the question in English if you don't mind? I think so. Okay. I would like to ask this question to Chef Christian. Doing the same work normally, it's very difficult. And also doing it the same place, it's more difficult. But you have done they both more than 30 years, am I right? Yes. In that connection, could you please tell us the secret of your success, please? And also, and one more question. No, you know what? Oui, l'English. When you love what you do, you love your job. It's easy. And when I began to work at the palace, in the beginning, it was very important for me to first to learn how to work before all, and after that I learned a lot. And the most important for us now is to make the transmission to the others, to the young, to the kids, to the students, and for a job it's the most important to transmit our knowledge and to help the young people. And one more question, sir. Okay. As an experienced hand, what is the message you would like to give to the younger generation, please? To the new generation. Yes, Look, of for course. example,
For every event that we have in the palace, I asked the students from the Hotellerie School of Monaco to come in the palace. And every time the prince comes in the kitchen to congratulate them and to speak with them directly. That's why it's very important to have the contact with the young, with the kids, with the students. Tout le monde a compris? Voilà. Donc les clés de son succès, c'est bon. Oui, tout le monde a compris. Et ensuite la transmission, très important. Et on remercie le prince, qui c'est vrai qu'il est un chef d'État extrêmement engagé. On l'a dit, pour l'environnement, pour la santé, mais également pour la transmission et la jeunesse. Et il ne manque pas d'aller remercier à chaque fois tous les jeunes qui passent au palais. Voilà. Et puis bon, j'ai la chance de travailler pour un fin gourmet qui défend de belles valeurs. Et c'est une grande fierté pour moi de travailler pour toute la famille. Est-ce que vous avez le temps, messieurs, d'une dernière question? Je sais Bien que sûr, bien ouais. sûr. Bah, Allez. oui, de toute façon, je suis en retard toute la journée. Donc, Bon, très bien. Allez, une dernière question rapide. là, j'ai une bonne excuse. allez. Hein. Après, Guillaume Gomez, il faudra essayer de faire une réponse courte aussi. Hein. Bonjour chef, merci beaucoup pour votre intervention. Petite question assez simple, quelle est votre responsabilité quant à la nutrition des chefs d'État? Est-ce que vous avez des garde-fous? Par exemple, vous avez cité Jacques Chirac qui avait la réputation d'être un gros mangeur. Est-ce que vous aviez justement une responsabilité à arrêter à un moment donné les quantités ou autres? Qu'en est-elle? En quelque sorte, on est aussi en charge de la Ouais, santé. paraît que mes réponses sont trop longues alors. Non, on est aussi en charge de la santé de nos chefs d'État, puisqu'on les nourrit au quotidien. Ils ont beaucoup de réceptions, de manifestations, de sollicitations. Donc parfois, on va avoir des repas très gastronomiques avec des chefs d'État. Et puis le soir, par contre, vous allez préparer ne serait-ce qu'une soupe, une salade, ou alors des repas pour la famille beaucoup moins élaborés, mais toujours avec des produits sains, des produits... comme je vous disais, on est aussi en charge de leur santé. C'est pourquoi on essaie de leur donner les meilleurs produits. On est toujours à la recherche des meilleurs produits. Donc c'est important pour nous de trouver le meilleur pour nos chefs d'État. Et il faut savoir que cet engagement également de nutrition ou de santé, une fois de plus, c'était pas le sujet de la société il y a 25 ans. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais j'ai participé à un rapport qui est sorti l'année dernière. En 2020, la mauvaise alimentation, le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation coûtaient 40 milliards d'euros à la sécurité sociale en France par an. 40 milliards en 2020. Nos pires estimations nous faisaient entendre que si on ne changeait pas notre alimentation, en 2030, cela nous coûterait 100 milliards d'euros. Le rapport est sorti de l'Institut Montaigne. Ça nous a coûté en 2024, enfin en 2023, puisque le rapport date de 2024, 125 milliards d'euros. Donc il est temps qu'on ait une prise de conscience collective. 18% de nos jeunes filles de moins de 21 ans en France sont obèses. 17% des jeunes garçons sont obèses, pas gros, obèses, sous médicaments. Donc il faut aller bien évidemment vers cette alimentation santé plus engagée. Moins 21 ans, parce que ce sont des chiffres que l'on travaille et que l'on compare avec les États-Unis, bien sûr, où là-bas ils sont à 30%. On n'essaye pas de les rattraper. Mais c'est de se dire tout simplement qu'on va vers une génération de personnes qui non seulement seront plus productives, à l'heure où le débat sur les retraites fait vraiment, enfin sur la société, avant même d'arriver à la retraite, il faudrait déjà être en bonne santé pour travailler, pour y arriver à la retraite, peu importe à quel âge. Donc c'est vrai que nous sommes assez nombreux, et c'est aussi l'une des thématiques que les salons comme ça doivent porter, à travailler sur une éducation à l'alimentation. Pas pour en faire des chefs de cuisine, les chefs de cuisine se battent depuis plus de 40 ans avec ça, avec des semaines de la gastronomie, avec des semaines du goût dans les écoles. Moi je milite pour pas que ce soit en périscolaire justement, puisqu'il faut avoir l'humilité de se dire que si ça fonctionnait, on n'en serait pas là. Donc il faut vraiment remettre des cours de cuisine à l'école, une fois de plus, pas pour en faire des chefs, mais en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Parce qu'il suffit pas de dire il faut manger de saison si vous savez pas quand est-ce que c'est la saison. Si quand on vous dit bah non, faut pas manger de tomates, mais que vous arrivez à la cantine, il y en a. Vous rentrez le soir à la maison, il y en a. Il y a une émission de télé, on vous montre comment faire une super tomate mozzarella avec pas de tomates et de la mozzarella qui vient de je sais pas d'où. Bref, donc tout ça pour dire que oui, le sujet santé est pris en compte, mais pris en compte tout simplement une fois de plus, et ça nous ramène à la première question, comme on va tout reprendre, comme on a un peu de temps, sur le fait que les tables des chefs d'État doivent être tout simplement collées à la tendance, même si on est dans des palais qui vivent dans l'histoire. On ne vit pas en dehors de l'histoire et en dehors de son temps, et on vit avec les contemporains, et les chefs d'État que l'on accueille et les gens qui travaillent là prennent ça en compte. Donc merci monsieur pour votre question, elle était très intéressante. Merci beaucoup à vous. Moi j'en ai une autre, Guillaume, comme je vous sens un peu chaud sur le sujet. Qui parle? Moi. Comment se fait-il, parce que moi je suis persuadé de ça depuis des années, je me demande pourquoi est-ce que le pouvoir politique n'a pas encore instauré des cours
d'éducation culinaire à l'école dès le plus jeune âge? Alors, pour les 25 prochaines minutes. On y va. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est de la faute de telle ou telle personne. Je pense que la responsabilité est collective. Je serais mal placé pour vous dire que rien n'est fait, puisqu'on travaille depuis longtemps. La prise de conscience est là. Le président de la République, à qui je rendais compte, est d'accord. Il en a parlé dans différents discours. Vous n'êtes pas sans savoir, ça ne vous a pas échappé, qu'on a un petit peu changé de ministre de l'Éducation ces derniers temps. J'en suis à mon 5e en 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Donc, je les ai tous rencontrés. Je pense les avoir tous convaincus. Maintenant, il faut mettre les choses en place. En France, c'est assez... non pas compliqué, mais quand vous adressez à une administration, c'est OK, si on donne des cours de cuisine à l'école, très bien, tout le monde est d'accord. Mais on remplace quoi? Le but, c'est pas d'enlever 1 heure de français, 1 heure d'anglais, 1 heure de maths. Le but, c'est de se dire, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de dire, mais on peut parler alimentation tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire des cours de mathématiques en parlant alimentation, vous pouvez faire des cours d'histoire-géographie. Quand vous parlez alimentation, vous parlez du territoire, vous parlez de l'histoire, vous pouvez apprendre à compter avec des morceaux de camembert, c'est pas grave. Et on parle de tout ça. Tiens, la tomate, vous savez d'où ça vient la tomate? Des Amériques. C'est quoi les Amériques? C'est quand? C'est Christophe Colomb, blablabla. Enfin, on peut mettre de l'alimentation partout et après, on passe à la pratique. Ce rapport au vivant, il est important. Et je pense que ça fait partie du sens de l'histoire, de mettre un petit peu de vivant, un bac à fleurs pour nos écoles qui sont en milieu urbain, mais quand vous vivez en ruralité, vous n'êtes pas éloigné de tout ça. Donc tout simplement d'expliquer d'où vient notre alimentation et comment est-ce qu'on peut la faire, ce n'est pas du temps perdu. Et donc je milite pour qu'il y ait des cours de cuisine de la maternelle jusqu'au CM2. Et je pense que si ça doit enlever un petit peu de cursus général d'ici là, ce n'est pas très grave, ce sera du temps. Des enfants en bonne santé seront des enfants qui apprendront mieux un petit peu plus tard. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais une fois de plus, c'est chacune et chacun qui doivent porter le projet. C'est-à-dire, c'est ce que je dis au ministre de l'Éducation. Vous voulez repeindre la porte vous avez un peu de temps. Vous voulez repeindre la porte des toilettes d'une école en verre, il y en a toujours un qui vient vous expliquer qu'il n'est pas d'accord. Si ce n'est pas les élèves, c'est les parents d'élèves. Si ce n'est pas les parents d'élèves, c'est les profs. Sinon, c'est les syndicats. Sinon, c'est le mec qui habite en face de l'école à qui on n'a rien demandé. BFM va lui demander son avis quand même. Donc, vous dites, vous voulez améliorer la cantine, vous voulez donner des cours, tout le monde est d'accord. Donc il faut prendre des sujets comme ça qui réunissent pour pouvoir les faire changer. Et je pense que si vous êtes parent, si vous êtes étudiant, si vous êtes concerné, et vous êtes tous concernés, il faut aller voir et vos élus et les écoles et ainsi de suite. Et si chacun arrive à les convaincre en fonction de la responsabilité, parce qu'il y a ça aussi, soit ce sont les communes, soit ce sont les régions, les départements qui ont la responsabilité, mais tout le monde est d'accord pour changer les choses. J'ai bon espoir. On commence à en parler au plus haut niveau, donc j'ai bon espoir que cela change. Et moi, Christian Garcia. Pour faire court, pour faire plus court que Guillaume, je pense que déjà, on a déjà, en tant que parents, on a quand même une mission à faire. C'est déjà d'éduquer le palais de nos enfants. Donc c'est bien d'espérer des écoles, des cantines, qu'on éduque les enfants. Mais c'est déjà à nous, à la maison, à leur apprendre à mieux manger, à bien manger. C'est très important. Ce sera le mot de la fin. Un immense merci. Merci à vous. À tous les deux. Guillaume Gomez, pour votre sincérité et votre franchise. Merci à vous, Christian Garcia. Christian Garcia, chef du Prince de Monaco, chef des chefs d'État. Et merci donc à Guillaume Gomez. On vous laisse repartir. Merci à vous toutes et tous. On fait une pause d'une vingtaine de minutes et nous nous retrouvons à 16h35 précise avec Pierre Gagnère. À tout à l'heure.